De nombreux lieux de culte restaurés, pris en charge par l'État algérien et qui accueillent à ce jour les croyants justement du culte chrétien. Le tourisme justement culturel et spirituel dans notre pays prend de l'ampleur depuis quelques années. Aujourd'hui, nous allons vous permettre de découvrir un lieu très apprécié par les touristes, en l'occurrence l'église de Mnia, visitée aujourd'hui pour vous par Souad Rakhrour. Au nord de la ville d'El Mnia se dresse majestueusement l'église Saint-Joseph, édifiée il y a près d'un siècle. C'est aussi un lieu où s'entretiennent des liens de solidarité entre les communautés chrétiennes et musulmanes. L'église n'ouvre que quand il y a des cérémonies ou quand il y a des groupes des pèlerins ou des touristes qui veulent venir le voir. L'église demeure parmi les exemples concrets de la cohabitation et du vivre ensemble. La présence des chrétiens parmi des musulmans, à mon avis, est importante. Ce n'est pas ce que nous faisons, c'est l'important, c'est ce que nous soyons. Soyons ensemble, on se rencontre, surtout les sœurs, les pères, les frères qui vivent à long terme dans le milieu de la population. Donc ça nous permet de se connaître mieux. Nous, évidemment, nous adoptons quelque chose de la culture du pays. On connaît assez bien les religions, les différences les uns des autres. Et c'est toujours dans le respect et l'amour du prochain qui est l'essentiel de se vivre ensemble. Édifié près du tombeau du père Charles de Foucault, le site constitue une halte pour de nombreux touristes qui font escale dans les régions d'El Mnia, celles du Gourara et de Touat. Il y a une vraie authenticité, on a traversé des villages qui sont depuis plus de 800 ans quasiment les mêmes, construits à l'identique, avec les mêmes traditions. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve pas en France déjà, et je pense dans peu d'endroits dans le monde. On continue notre périple et puis on va rester, je sais pas, quelques heures ici avant de descendre sur Timimoun, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est sympa de voir le sable, ça dépayse, donc ça fait du bien. La paisible oasis d'El Mnia aspire à renforcer davantage ses infrastructures touristiques afin de pouvoir rivaliser avec les autres oasis du sud algérien. Et je vous l'avais promis au sommaire ce matin, nous allons tout de suite entamer la rubrique environnement avec Hamid Belkacem qui est tout prêt et qui a un invité aujourd'hui. Bonjour Hamid. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, vous vous intéressez particulièrement à l'économie bleue. Oui, c'est un espace qui est juste en face de nous, qui est derrière vous la aussi. baie d'Alger. Voilà, c'est une immensité dont l'Algérie est fière. On a l'avantage d'avoir un peu plus de 1600 km, un littoral très riche sur lequel se pratique un certain nombre d'activités qu'il va falloir coordonner. Et justement, avec nous, M. Taha Hamouch, directeur général de la pêche et de l'aquaculture au sein du ministère de l'Agriculture, du Développement durable, oui, du développement rural, il est durable aussi, et de la pêche. Et il y a eu la semaine passée un événement important au niveau de tout l'ouest de la Méditerranée, de l'économie bleue. Alors en quelques mots peut-être, c'est quoi l'économie bleue? Oui, on parle, comme vous l'avez si bien dit, de toutes les activités humaines qui sont liées à la mer. L'image derrière vous, justement, démontre cette concentration d'activités. Il y a le port et il y a tous les aspects touristiques qui sont liés au port. Il y a la pêche également. Donc toutes ces activités qui sont liées à la mer, économiques et environnementales. Ce qui vient à l'esprit tout de suite, c'est la pêche c'est la locomotive de l'économie bleue. Hein. C'est la locomotive en matière de création d'emplois, c'est la locomotive en matière de création de richesses, mais pas seulement. Il y a également le transport maritime. Il faut savoir que pratiquement 95% des échanges algériens se font par la mer, donc à travers le transport maritime et à travers les 51 ports de pêche ou commerciaux qui existent en Algérie. Port pétrolier aussi, M. Hamouch. Oui, il y a aussi le transport des personnes, mais il y a aujourd'hui le transport maritime urbain à travers la mise en place des 8 gares maritimes
maritimes qui ont été récemment construites. Et il y a aussi toutes les autres activités d'exploration en offshore, donc de tout ce qui est richesse minière, de tout ce qui est richesse pétrolière ou gazière. Donc vous voyez toutes ces activités économiques, mais tout en respectant l'environnement. L'Algérie également a consenti énormément d'efforts et a beaucoup investi pour la protection de cette Méditerranée. Il faut savoir que durant les dernières années, il y a eu la réalisation de plus de 13 stations d'épuration des eaux usées au niveau des villes côtières. Cela participe directement à la protection de cette mer. Il y a eu également la réalisation et l'organisation des aires marines protégées. Là aussi, c'est pour protéger cette mer. Et à travers cette mer, nous pouvons, au-delà de l'utilisation économique, il y a une utilisation aussi. Il faut savoir qu'un quart de la population algérienne reçoit son eau potable à partir de cette eau méditerranéenne à travers les stations de dessalement d'eau de mer. Donc vous voyez tout l'impact que peut avoir cette mer sur la vie économique, sur la création d'emplois, sur la création de richesses à travers la protection de l'environnement. On n'a pas parlé du tourisme, qui est aussi un secteur très important pour le tourisme côtier aussi, parce qu'il est créateur de richesses et créateur d'emplois. On estime que d'ici à 2030, à 500 millions, le nombre de personnes qui vont venir en Méditerranée. Donc, et comme nous avons quand même un littoral assez important, le tourisme côtier, le tourisme balnéaire et le tourisme maritime aussi peut être un gisement de création de richesses, de création d'emplois dans le cadre de ces activités. Monsieur Hamid Belkacem a parlé d'organisation de ces espaces. Il s'agit justement de planifier l'intervention de chaque secteur au niveau de ces espaces pour profiter au mieux de ces richesses. Et justement, c'est là où la question se pose et va se poser de plus en plus avec acuité à l'avenir. Beaucoup d'intervenants sur un même espace. Comment faire demain? Quel pourrait être l'arbitre institutionnel? Nous n'avons toujours pas, pour le moment, de secrétariat d'État à la mer. Or, ces intervenants, comment faire pour que demain, un investisseur, qu'il soit dans une ferme aquacole, dans une zone d'expansion touristique avec un village pour le tourisme balnéaire ou toute autre activité, comment faire? Parce que jusqu'à présent, chaque secteur, chaque ministère a son propre plan de développement. Comment pouvoir faire avancer, développer tous ces plans de développement sectoriels dans un même espace alors qu'il n'y a pas de plan cohérent, global et surtout pas encore d'autorité, pas de secrétariat d'État à la mer? Il y a deux niveaux de coordination, si vous voulez, à travers toutes ces activités. Le premier niveau de coordination est national. Et là, nous travaillons aujourd'hui dans l'intersectorialité par excellence, la préparation de l'événement que vous avez cité tout à l'heure, donc la conférence des parties prenantes et la ministérielle sur le développement durable de l'économie bleue en Méditerranée occidentale s'est fait avec la participation de l'ensemble des secteurs que j'ai cités tout à l'heure. Nous avons eu des cadres de très grande valeur qui ont participé à cette préparation, de l'ensemble représentant l'ensemble des secteurs. Il y a aussi, bien sûr, la coordination gouvernementale aujourd'hui qui permet d'avoir cette possibilité de coordonner les actions de chaque département au niveau de cette mer. Bien entendu, il faut arriver à une mise en cohérence de ces politiques pour justement profiter au mieux de ces potentiels. Au niveau de la Méditerranée aussi, il y a une mise en cohésion des politiques maritimes au niveau de la Méditerranée, notamment au niveau de la Méditerranée occidentale. Parce que si vous êtes vous-même pollueur ou si un des pays est pollueur, c'est l'ensemble des pays c'est un espace qui vont payer la facture. S'il y a des versements des déchets plastiques, c'est la Méditerranée qui sera polluée, c'est la ressource qui sera menacée et diminuée. Donc c'est dans ce cadre qu'il fallait construire cet espace de coordination, de concertation pour coordonner ces politiques et travailler au mieux à tirer profit, encore une fois, de ce travail en commun et de cet espace partagé depuis des milliers d'années. Au niveau national, vous pensez que c'est beaucoup plus au niveau ministériel ou beaucoup plus
de manière pratique au niveau local, au niveau de la wilaya, pour ne pas se rééditer des exemples du type le port de pêche ou l'abri de Madère en face d'une aire marine protégée, les Habibas. C'est le secteur des travaux publics qui a en charge la construction de l'infrastructure maritime, c'est le secteur de la pêche qui en est l'utilisateur, mais derrière il y a le secteur de l'environnement qui gère les aires marines protégées. Donc cette intersectorialité doit pouvoir s'exprimer beaucoup plus, peut-être à l'échelon local, M. Hamouche. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est les dernières orientations du gouvernement et c'est le plan d'action qui a été arrêté à l'occasion de la réunion gouvernement Wali très récemment. Donc, dans le cadre de la déconcentration de toutes les activités gouvernementales, il y a lieu de construire cette cohésion des politiques au niveau local, mais également au niveau national. Vous savez, la pêche est le secteur intersectoriel par excellence parce que nous dépendons des travaux publics pour la construction des ports, nous dépendons des transports pour toute la gestion des carrières du personnel, du personnel, nous dépendons du service national des gardes-côtes pour la protection et l'application de la loi sur la pêche. Nous avons un volet touristique, le pesca-tourisme, nous avons un volet écologique et environnemental parce qu'il faut savoir que les aires marines protégées, au tout départ, c'est des zones de pêche réglementées qui sont érigées en zones de pêche, en aires marines protégées, et ça vise à la régénération, d'abord à la protection. C'est votre stock. À la régénération de la ressource, et à travers cette intersectorialité et ce travail que nous faisons tous les jours, que nous avons construit toutes ces politiques en commun avec les secteurs pour les biens de tous les usagers de la mer. Aujourd'hui, il y a de nombreux usagers de la mer. Il ne s'agit pas d'avoir un encombrement au niveau de cette mer. Il s'agit d'avoir une planification pour que l'exploration offshore ne se fasse pas au niveau d'une aire marine protégée. Nous avons très récemment, et le gouvernement a adopté un décret portant création de zones d'activité aquacole. Donc nous sommes en train d'aménager un peu ces espaces entre nous et les autres utilisateurs. Il y a une construction à faire pour qu'il n'y ait pas encombrement et pour qu'il y ait un meilleur usage de la mer. Nous ne regardons pas la mer comme juste source de richesse, c'est une grande source de richesse, de création d'emplois, mais il faut la préserver pour les générations futures. Alors, vous êtes pour la création d'un secrétariat d'État à la mer pour justement valoriser le littoral, créer de l'emploi et de la richesse dans la durabilité? Nous travaillons aujourd'hui dans le cadre qui existe et nous avançons très bien. L'organisation gouvernementale, bien sûr, dépend de décisions des pouvoirs publics, mais il faut profiter et il faut utiliser l'ensemble des instruments que nous avons en main aujourd'hui pour construire ces éléments. Vous savez, dans le cadre de la préparation de la conférence sur le développement de l'économie bleue en Méditerranée occidentale, nous avons testé ce travail en intersectorialité et qui a abouti vraiment à produire des documents qui regroupent l'ensemble des données sur les secteurs. Et c'est à travers ce travail que nous avons fait l'inventaire de ce qui a été fait par les secteurs, et c'est pas peu, parce qu'il y a eu une première estimation, mais très sommaire, de 40 milliards de dollars investis pour le développement durable de l'économie. Ce qui est énorme, ce qui est énorme pour la protection et pour le développement des activités. Ce cadre aujourd'hui, nous l'utilisons. Bien entendu, s'il y a un cadre, nous voulons travailler sur la construction d'une stratégie maritime algérienne. Et là aussi, nous ferons appel à toutes les équipes qui ont travaillé avec nous pour la construction de cette stratégie. Mais j'allais dire, à l'international, pour faire face, il y a quand même plus d'une vingtaine de pays qui occupent la Méditerranée. Pour avoir un interlocuteur unique et valable pour défendre la stratégie maritime algérienne, il faudrait peut-être avoir une nouvelle structure. Oui, mais ça ne nous empêche pas
d'être les leaders sur ces questions. Aujourd'hui, nous sommes, Algérie, leaders sur cette question en Méditerranée occidentale. Ça a été reconnu par l'ensemble des participants, par la Commission de l'Union européenne, par l'Union pour la Méditerranée, par les 10 pays qui ont participé à la ministérielle qui a été tenue en Algérie. Nous avons un rôle leader. Ce qui s'est passé ici à Alger, parce qu'il faut le souligner, est important pour l'avenir de cette initiative. Nous avons eu la déclaration d'Alger qui est un engagement politique de l'ensemble des pays. Et ce n'est pas seulement un engagement politique, parce que cet engagement est assorti d'une feuille de route qui a été arrêtée avec les pays. Cette feuille de route est constituée des priorités partagées par les pays pour le développement de l'économie bleue au niveau de cette région. Et nous avons voulu également que ces actions soient concrètes. C'est pour cela qu'au niveau de la Réunion d'Alger, pas moins de 31 projets ont été identifiés qui vont être affinés dans les prochains jours pour être financés à travers l'ensemble des mécanismes de financement existants dans la région. Donc vous voyez, Alger a été la capitale de la Méditerranée durant la semaine passée. Engagement politique, feuille de route et actions concrètes à partir d'Alger. Voilà, à partir d'Alger, on a mis le cap sur le développement durable futur de la partie occidentale de la Méditerranée. Excellent. Donc, moi, je voulais savoir un petit peu, Hamid, qu'en est-il un petit peu? On parlait tout à l'heure de vivre ensemble. C'est vrai que c'est valable aux humains, mais le vivre ensemble avec la faune marine, qu'en est-il? Justement, est-ce que les dispositifs mis en place en Méditerranée protègent cette faune marine, et qu'en est-il de l'Algérie par rapport aux autres pays? Cette richesse dont on parle depuis tout à l'heure. Il faut la préserver, ça c'est l'affaire de tous. Mais la préserver, nécessite un certain nombre d'actions. Il n'y a pas encore assez de stations de déballestage. Donc, résultat des courses, quand vous avez, l'Algérie c'est un pays pétrolier par excellence, nous avons des VLCC, des superpétroliers, avec une charge de 2 millions de barils de pétrole qui viennent à vide, mais remplis d'eau de mer. Si cette eau de mer a été remplie en mer de Chine, au Japon, avec ce qu'on appelle aujourd'hui des espèces invasives. On le voit, les scientifiques sont là pour le prouver, des espèces qui viennent d'ailleurs, qui commencent à, entre guillemets, perturber l'équilibre. Perturber et coloniser certaines parties du littoral. Et ça, il faut mettre en place des réseaux de surveillance, c'est ce qu'on est en train de faire, entre autres le secteur de la pêche et de l'aquaculture, M. Hamouche. Oui, un réseau très, très important, parce que quand vous parlez de développement d'activité, d'abord il faut connaître son milieu. C'est pour cela que l'action recherche est importante. Il faut recenser toutes les espèces qui vivent en Méditerranée pour les protéger et les valoriser d'une part. Donc la recherche scientifique est importante. D'un autre côté, si vous voulez faire du développement au niveau d'une zone telle que la mer, vous devez en connaître les menaces, les faiblesses et puis les opportunités offertes. À ce titre, il y a un réseau de surveillance de la salubrité du littoral qui a été mis en place. Pourquoi un réseau? Parce qu'un secteur seul ne peut pas avoir les moyens d'avoir un suivi régulier de la qualité des eaux. Donc nous avons fait participer non seulement nos structures au niveau de la pêche, donc nous avons un laboratoire national de contrôle et d'analyse des produits de la pêche et de la salubrité du milieu, mais ce laboratoire ne suffit pas. Nous avons un centre de recherche aussi qui est doté d'équipements. Donc ces deux institutions ont été arrimées à d'autres institutions de l'enseignement supérieur, des universités, les laboratoires relevant de la DGSN, donc de la police nationale, le laboratoire de la gendarmerie nationale qui est un laboratoire qui est à la pointe de la technologie, qui est très bien doté également et avec des compétences avérées. Secteur de l'eau peut-être, les ressources en eau. Les ressources en eau, l'environnement aussi, à travers le commissariat national au littoral qui dispose également de moyens de surveillance. Donc toutes ces entités participent dans une action concertée pour surveiller la qualité des eaux, la qualité des produits. Et à la fin de cette année, Inch'Allah, nous allons produire le premier rapport sur la salubrité du littoral. Ça sera une première également. Quelle période, M. Hamouche? En théorie, on doit le terminer à la fin de l'année. Nous allons le présenter début de l'année prochaine. Il vaudra ce qu'il vaudra en matière de précision. Mais comme ça sera une première, nous appellerons
tous les chercheurs et tous les scientifiques à venir l'enrichir et à venir l'enrichir d'un point de vue des résultats, d'un point de vue de méthodologie également. Mais ce que nous savons aujourd'hui à travers les premiers résultats que nous avons obtenus à travers cette surveillance, c'est que nous avons des eaux parfaitement propres sur la majorité ou la quasi-majorité de nos côtes algériennes. Il y a des points rouges au niveau de pollution au niveau de cette côte et alhamdoulilah, ces points rouges ne sont pas très mais elles sont identifiées. Enfin, ces points rouges sont identifiés. Ces points rouges sont identifiés, à surveiller et à protéger. Mais je pourrais vous dire d'ores et déjà que l'ensemble des côtes algériennes sont propres. Les produits issus de la pêche sont propres. Ils sont exportés et entrent dans les marchés européens très facilement. Et vous savez que les marchés européens sont très difficiles d'entrer, notamment sur ces questions de qualité. Il y a une exigence qualité à prendre en charge. De salubrité. Donc, vous voyez, il y a quand même des perspectives assez intéressantes. Je vous donne rendez-vous à Hamid Belkacem et à vous-même au début de l'année pour la présentation de ce rapport qui est, je le rappelle, une première. Ce sera la première fois qu'on présentera un rapport sur la qualité des eaux en Algérie. Parmi ces perspectives, M. Tahmouch, est-ce qu'on peut espérer aussi le retour d'un musée, justement, un musée consacré à la faune maritime? Il en existait un à l'aube de l'indépendance, je dirais, et il a disparu. Est-ce qu'on peut découvrir toutes ces espèces? Ça pourrait rehausser ce tourisme dont vous parliez tout à l'heure au début de l'intervention. Il y a beaucoup de travaux sur le recensement des espèces et nous sommes quand même fiers et contents de ce que font d'abord les étudiants, d'une part les chercheurs par ailleurs. Ça leur donnerait de la visibilité aussi. Oui, et nous avons beaucoup de demandes justement pour la réalisation de ce type de musée, mais je peux vous dire que très récemment nous avons réceptionné un bijou qui est le phare de Benissaf. Benissaf, oui. L'aquarium c'est une station du centre de recherche. C'est un aquarium, oui, qui est une station du Centre national de recherche et de développement des activités de la pêche et de l'aquaculture. C'est vraiment là où vont être concentrées ces espèces. Il a été réhabilité à 100%, nous venons de le réceptionner. Il sera réouvert au public dans les prochains jours. Et c'est une expérience, comme vous l'avez dit, à valoriser. Et ça entre de plein pied dans ce que nous venons de définir comme économie bleue. Parce que pêche, aquaculture, espèces marines. Vous savez, il y a également les récifs artificiels qui sont une action de protection d'abord, mais c'est également une action de régénération de la ressource parce que vous créez des habitats artificiels. Mais ça peut jouer aussi le rôle de parc aquatique pour les loisirs, pour les plongeurs. Pour ceux qui pratiquent justement la plongée sous-marine. C'est des espaces extraordinaires. Donc, vous voyez, tout le monde a cette définition de l'économie bleue en lui. Vous l'avez. La mienne aussi allait dans un autre sens. Voilà. Mais bon. Donc vous pouvez, à travers cela, il y a des gisements énormes à développer. Vous savez, quand vous plongez du côté de Tipaza, côté des ruines, vous avez tout un tourisme archéologique. Vous avez et la plongée et l'archéologie. C'est formidable. C'est des choses à valoriser. C'est créateur de richesse parce qu'on gagne de l'argent à travers cela. C'est créateur d'emplois et ça ne dérange pas l'environnement. Merci infiniment. Et Radia, je rajouterais que les musées maritimes de par le monde attirent des millions de visiteurs, donc font partie de l'économie bleue. Tout à fait. Merci beaucoup, Hamid. Donc, rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour une autre thématique. Encore une fois, merci, M. Tahmouch. Vous êtes le directeur général de la pêche et de l'aquaculture. Merci de nous avoir accompagnés ce matin dans Bonjour d'Algérie. Et vous qui nous suivez ce matin, tout de suite, une petite transition avant de retrouver les invités suivants, puisque nous allons mettre le cap sur un hôtel qui a abrité tout récemment, qui abrite régulièrement donc, des rencontres d'artisans. Les artisans donc, montrent leur savoir-faire dans cet espace depuis pas mal de temps. Et cette semaine, c'est Lamia Boudbouda qui s'est intéressée à leur dextérité. Voyons un petit peu la pêche, justement, de Lamia dans cet espace.
sont une vingtaine d'artisans venus exposer leurs merveilles dans le hall de l'hôtel Sofitel. Cela s'intitule le marché artistique, l'art et la manière. Contente de ce lieu, c'est un lieu très convivial. Nous sommes un groupe d'artisans, on s'entend tous très bien. Ce qui a marché le plus, bon, c'est surtout, il y a la calligraphie abstraite, que j'en ai vendu pas mal. Ce sont des pièces uniques. Voilà. Alors les tableaux qui représentent des qadettes aussi, ça plaît beaucoup. Et bien sûr, ces longs tableaux avec les façades maritimes et les voûtes surtout, ça a été le coup de cœur de Paris. L'art, et c'est pour dire que mon art me vient de mes racines en fait, mes racines africaines, que je revendique. La base en fait de ce que je fais, c'est le wax. Le wax c'est un tissu coloré, c'est un tissu de coton de très bonne qualité. Et du coup, j'ai voulu en fait confectionner un peu de tout ce qui est mode, tendance, dans le wax en fait. Et voilà, vous avez de belles couleurs, vous avez des jupes, vous avez un peu de... Ce qui est tendance, c'est le bombers en ce moment. Et j'ai fait des bombers dans le wax parce que je revendique ces couleurs-là. Dans cette exposition, les palais gourmands ont leur part grâce au chocolat et aux dattes fourrées de Dar el Henna. Lemia quitte le monde pharmaceutique pour sa passion culinaire. J'ai toujours aimé l'art culinaire, qui n'est pas si éloigné que ça du domaine de la pharmacie, puisque c'est une question de dosage et d'hygiène et d'éthique. Et donc j'ai fait une reconversion après ma retraite et je me suis mise aux dattes fourrées, tout en respectant justement les principes de diététique. Ce sont des dattes fourrées à la pâte d'amande, donc 100% amande, sans colorant, sans additifs, sans extrait et également allégées en sucre. Donc on peut se faire plaisir sans culpabiliser, sans se faire du mal. Pour vous laisser il se fait avec cet outillage, un entonnoir. C'est pour faire couler le sable à l'intérieur de la bouteille et de l'orienter. Et le dessin, il se fait avec un bout de métal. Un côté pointu et l'autre plat. Bon, c'est un sable, c'est un sable traité. Il est fait spécialement pour le sablage de verre. Comme on est du Nord, on n'a pas cette couleur naturelle de sable. Je suis obligé de teinter le sable. Tandis que, pour information au peuple algérien, aux Algériens et même aux étrangers, la wilaya de Béchar et alentour de la wilaya de Béchar, il y a plus de 85 couleurs naturelles. le marché Et puis retour, je vous l'avais dit au début de l'émission, retour sur le Festival international du film d'Alger, du cinéma d'Alger, donc qui a connu une baissée de rideau samedi dernier. Et bien sûr, notre invitée est en rapport avec le festival puisqu'elle est l'une des invitées. Au-delà du palmarès, vous avez projeté donc votre film Ursula Wernli-Fergie. Bienvenue. Merci. Oui, votre film a été projeté hors compétition, donc L'Enfant du Diable, c'était hier à la salle Ibn Zaidoun. Oui, effectivement, c'était hors compétition et à la fin du festival, donc j'ai eu l'occasion de voir quelques films avant. J'étais très touchée par toutes les réactions à la fin de la projection parce que effectivement c'est un film sur la Roumanie, mais c'est un thème un peu universel. C'est l'histoire d'une enfant qui a été adoptée en France et qui a été victime d'un régime très dur, le régime communiste.
communiste de Roumanie. Oui. Et voilà, donc j'ai vu que ça touchait, même si c'était pas un film qui était en rapport avec l'Algérie, mais c'est un film qui touchait beaucoup le public algérien. Oui, il s'agit donc d'enfance maltraitée. Je pense que c'est un thème quand même qui touche à l'humain directement. Donc, quelle que soit l'origine, on ne peut que s'émouvoir face à un témoignage poignant comme celui de Marion Leroy. C'est votre personnage principal, vous l'avez suivi donc dans un voyage de retour vers la Roumanie, c'est bien ça? Oui, 25 ans après son départ de Roumanie. Tout à fait. Bon, elle a été déjà partie avant la chute du régime communiste, parce qu'elle a été adoptée à l'âge de 6 ans, au début des années 80, donc en 83. Et donc, elle a elle-même découvert à la chute du régime en 89, donc ce qui s'était réellement passé, parce qu'elle avait occulté tout ça pour s'intégrer en France, pour apprendre la langue française, pour oublier ce qu'elle avait vécu à l'orphelinat. Dans ces fameux orphelinats qu'on a découvert justement à cette époque, en 89, on a vu ce qui s'était passé en Roumanie. Et donc, elle a déjà fait un premier retour au début des années 2000 pour retrouver sa mère biologique. Tout à fait. Et nous, pour le film, on est retourné justement au moment où elle-même est devenue maman. Voilà. Donc ça, c'était encore une étape supplémentaire pour elle, de vraiment franchir le pas, de devenir à son tour maman, alors qu'elle, toute petite, a été abandonnée par sa mère. Par ses parents. Donc on va voir un petit peu la bande-annonce du film avant de poursuivre cette discussion, s'il vous plaît. Ce sera à vous à prendre le relais, à venir chez moi. Ça continue. Je m'appelle Marion, j'ai 38 ans. Je suis née en Roumanie sous la dictature de Nicolae Ceausescu. Le jour de ma naissance, ma mère m'a abandonnée. J'ai été placée en orphelinat. Et puis à l'âge de 6 ans, un couple de Français est venu me chercher. J'ai été adoptée. Je me rappelle de beaucoup d'enfants qui criaient. C'était horrible. Ça devenait insupportable. Mais ce qui est incroyable, c'est que ces murs sont froids, sont froids comme l'ambiance était en fait. C'était glacial. Anna ? Je l'ai vu plusieurs fois. On a essayé de faire connaissance, à se connaître petit à petit. Mais voilà, pour moi, il ne se passe rien. Am 10 ani după Revoluție, mă gândeam, atunci am început să gândesc că da, poate s-a vândut pe vremea lui Ceaușescu. Anna, est-ce que tu peux me parler de mon géniteur? C'était là L'Enfant du Diable, donc Marion, qu'on voit aussi sur la pochette du DVD, donc qui est sorti justement de ce travail donc, que vous avez réalisé en 2014. Et le déclic est venu suite à une rencontre à Londres, c'est bien cela? C'est ça, c'est cela. Donc j'ai rencontré Elisabeth Blanchet, qui est une photographe qu'on a vue aussi dans la bande d'annonce. Et donc Elisabeth Blanchet, elle avait en 93 créé une association en Roumanie. Quand elle a vu ces images à la télé de ces enfants qui s'agrippaient au barreau de leur lit, qui étaient à l'agonie dans ces orphelinats de la dictature du Roumaine. Sinistre orphelinat. Oui, voilà, c'était vraiment des images chocs. Elle est allée en Roumanie
Roumanie, elle a créé une association. Et, elle était toute jeune, elle avait un peu plus de 20 ans. Et elle a pris beaucoup de photos. Elle était déjà passionnée de photos à l'époque. Et donc, 20 ans après, quand je l'ai rencontrée, elle avait envie de retourner trouver ses enfants, prendre des photos, raconter leur histoire, ce qu'ils étaient devenus. Et donc Marion, mon personnage principal du film, Marion, elle a vu sur Internet ces images d'Elisabeth qui l'ont beaucoup touchée. Et elle, qui a eu la chance d'être adoptée, s'est dit qu'elle avait envie vraiment de savoir ce qu'étaient devenus ses enfants. Voilà, elle culpabilisait un peu à l'idée d'avoir été adoptée. Et c'est ainsi que vous avez fait le choix de proposer justement à Elisabeth et à Marion donc ce road movie, c'est-à-dire vous avez parcouru la Roumanie avec ces deux dames et bien sûr en quête du passé de l'une d'elles et des deux, puisque l'autre aussi avait visité la Roumanie à une époque un peu difficile. Tout à fait. Donc elles avaient déjà elles-mêmes envie de faire un film. Donc Elisabeth de son côté, Marion et moi j'étais là. J'avais un peu plus de recul qu'elles parce qu'elles étaient vraiment dans leur histoire respective. Et c'était ça le défi un peu de raconter deux histoires à la fois et j'avais pas envie de faire un documentaire historique sur la Roumanie. J'avais envie de raconter justement l'histoire de cette orpheline qui n'en est pas une, qui a été abandonnée, qui a des parents, qui existent bel et bien, des parents biologiques, hein, et donc qui retourne en Roumanie en pensant qu'elle a déjà trouvé, en fait, elle a trouvé sa mère biologique quelques années auparavant. Elle n'a pas vraiment envie de nouer des liens parce que ses vrais parents, ce sont ses parents adoptifs qui l'ont élevée. Tout à fait. Et pendant le voyage, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Et donc ça se passe vraiment pendant le tournage, c'était pas du tout prévu. J'imagine un peu quelle a été cette belle expérience humaine vécue avec ces deux dames, notamment Marion. Et qu'est-ce qui vous séduit le plus? Vous avez souvent opté pour des sujets sociaux historiques dans votre démarche, dans votre carrière. Donc qu'est-ce qui vous séduit le plus? Et puis même le cinéma du réel. Oui, moi j'aime beaucoup l'histoire, mais racontée à travers le regard de quelqu'un qui l'a vécu. Donc évidemment, les grands docs historiques, moi j'aime beaucoup les grands documentaires historiques avec les archives. Et d'ailleurs, la télévision roumaine nous a proposé des archives. J'étais tentée par ça. Mais le fait d'avoir la voix du dictateur, qu'on l'entende, mais qu'on ne le voit pas vraiment, qu'on a cette orpheline qui l'entendait aussi ou qui avait peut-être une photo qu'elle voyait de temps en temps de Ceausescu, mais que c'était le père de la nation, mais c'était pas son père, ses parents lui manquaient, elle en avait pas, elle savait pas qui c'était, elle pensait qu'ils étaient morts. Il y avait ce père de la nation qui était censé se substituer aux parents biologiques, et donc c'est ça qui a créé cette catastrophe humaine. Voilà. Et c'est vrai que dans l'ensemble du documentaire, le documentaire est narré par le personnage lui-même. Donc c'est la voix de Marion qui nous porte, qui nous emmène dans chaque étape. C'était un choix donc de réalisation pour lequel vous avez opté. Vous qui êtes, rappelons-le, chef opératrice et puis JRI, c'est-à-dire journaliste, reporter d'images. Vous préférez donc naviguer seul plutôt que d'avoir une équipe avec vous? Comment ça se passe? Non, souvent c'est bien plus confortable de se déplacer avec une équipe, mais il y a des sujets comme celui-là qui sont un peu délicats, où on a envie d'être plus spectateur qu'acteur. Oui. En fait, on a envie d'accompagner, on a envie que les personnages oublient la caméra. Et donc, quand on est une équipe de 3 personnes avec un gros micro, c'est souvent
Oui, impressionnant. Il y a des choses, c'est impressionnant. Et donc, je pense que j'aurais pas eu les situations, j'aurais pas pu approcher cette intimité vraiment. D'ailleurs, ça a été difficile, laborieux au départ, oui. de gagner sa confiance. Oui, tout à fait. Vous êtes passé par un traducteur qui vous a soutenu. Tout à fait, parce que Marion elle-même, même si elle avait vraiment envie d'avancer dans son histoire, d'en savoir plus, évidemment, elle avait aussi peur d'apprendre des choses qu'elle avait peut-être qui allaient être douloureuses. Et donc, moi, j'étais toujours là un peu en train, évidemment, d'observer ce qui se passait, mais il fallait aussi que je lui dise clairement qu'il y a des choses que j'avais envie qu'elle se confronte à ce passé et qu'on aille voir sa mère biologique, qu'on lui pose des questions, qu'elle puisse s'exprimer à son tour. Et ça, c'était très dur pour elle. Au départ, elle n'avait pas vraiment envie de lui donner la parole. Et tout ça, c'était vraiment un cheminement qu'on a fait ensemble aussi pendant 5 ans. C'était vraiment 5 ans. Et qui a été très bien perçu par le public hier, donc à la salle Ibn Zeidoun. Donc, que retiendrez-vous, parce qu'on arrive à la fin, que retiendrez-vous de cette rencontre à Alger ? Ce que je retiens, c'est que vraiment déjà le festival, c'est un très beau festival du film engagé, donc il y a beaucoup de sujets qui m'ont touchée et donc de sentir que c'est une histoire universelle finalement qui touche des gens, que ce soit en Algérie, en France ou ailleurs. C'est vraiment une très très belle expérience. Merci. Merci à vous. Donc Ursula, Ursula Wernli-Fergui, j'espère qu'on vous retrouvera lors de vos prochaines participations justement algériennes. Espérons. Donc on vous souhaite un bon voyage de retour vers la France et puis beaucoup de bons documentaires encore et encore. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, vous qui nous suivez ce matin, donc merci encore de nous suivre et d'être avec nous. Tout de suite, je vous propose un reportage qui va nous permettre de découvrir un petit peu des enfants en pleine activité physique. Un reportage réalisé par Nassima Imloul. Je pense que oui, donc je pense qu'on attend juste l'arrivée des images. J'en profite alors pour revenir vers vous. Je suis là pour vous demander justement quelle a été votre impression. Est-ce que vous avez déjà visité l'Algérie avant ? Oui, tout à fait. Mon mari d'ailleurs, qui pendant ces 5 ans a un petit peu subi. Ah bon ? Il a subi quoi ? Voilà. Lui, il est d'origine algérienne. Donc avec les enfants, on est déjà venu en Algérie. C'était pas la première fois. Et donc ces 5 ans de tournage et d'écriture étaient éprouvants. Donc et il m'accompagnait aussi au festival. Et donc c'était une très belle expérience justement de revenir pour ce film. Très bien. À Alger. Très bien, excellent. C'est vrai que c'est bon de souligner qu'il vous a fallu 5 ans pour réaliser ce film qui a séduit le public d'Alger. Merci encore une fois. Je pense que les images sont prêtes. Est-ce que à la régie on vous le confirme ? C'est bien. Merci. Donc on voit tout de suite ce reportage signé Nassima Imloul avant de retrouver nos derniers invités. La wilaya de Sougaras vient d'être dotée de la plus grande salle omnisport à travers le territoire national en superficie et en équipement adapté. Un acquis qui permettra de promouvoir la pratique de certaines disciplines, notamment le karaté et le judo. Nous pratiquerons dans cette salle surtout les arts martiaux, tels que le judo et le karaté, un sport de combat japonais. C'est une très belle salle qui plaît beaucoup aux jeunes. Vous savez, déjà le nombre de jeunes inscrits pour le concours dépasse les 300. Dans le cadre de l'amélioration du parc infrastructurel du secteur, plusieurs projets ont été réalisés dans différentes communes de la région, à savoir des piscines semi-olympiques, des maisons de jeunes, des terrains de proximité polyvalents et des salles spécialisées. La wilaya de Sougaras constitue un pôle leader qui a bénéficié du programme du président de la République, d'où la réalisation de plusieurs infrastructures destinées à la jeunesse et au sport de la région, notamment dans les zones frontalières, des piscines de proximité et des piscines semi-olympiques, aussi des terrains de proximité avec pelouse synthétique. Le renforcement des infrastructures destinées au secteur de la jeunesse et des sports dans la wilaya de Sougaras, inscrit dans le plan quinquennal, a permis la réalisation
réalisation de 154 projets pour une enveloppe dépassant les 590 milliards de centimes. Et nos dynamiques étudiants sont déjà en place. Bienvenue à Guetta Salahdine. Merci de votre invitation. Étudiant en 4e année à l'école polytechnique d'Alger, c'est bien cela. Exactement. En génie environnement. Oui. Et puis bienvenue également à Kasmiliès, qui est en 4e année génie industriel, c'est bien Bonjour, cela. merci pour l'invitation. Exactement. Bienvenue à tous les deux. Vous faites partie d'un club, le club des activités polyvalentes de cette école prestigieuse, la Polytech. Et donc vous avez pour habitude d'organiser des événements, pas moins d'une douzaine d'événements par an, c'est bien cela? Oui, alors pour commencer, le CAP, c'est le club d'activités polyvalentes, fondé en 2010 par de jeunes élèves ingénieurs à l'école polytechnique. Il a été créé principalement pour animer le court passage des étudiants et aussi pour stimuler leurs nombreux potentiels. On organise différents événements durant toute l'année. Je vais citer par exemple le Celebra Science, qui est le rassemblement de plusieurs clubs étudiantins autour de la science. Aussi le Stock Market Simulation, qui est une simulation boursière. Et notre événement phare, c'est le Wikistage Algiers, qui va se dérouler le 13 décembre. On peut aussi résumer autrement. Vous avez opté pour les événements, moi je vais opter pour les sections que vous développez au sein de ce club. C'est-à-dire vous avez la science, la culture, le sport et puis même les œuvres caritatives. Exactement, on a plusieurs sections. La section culturelle qui organise des événements culturels, par exemple le Agora Cultura qui a été réalisé récemment. Aussi la section sportive, la section scientifique. Ils font des projets scientifiques, par exemple la fusée. Ils ont remporté le premier prix en Algérie. Ils vont participer à la compétition internationale en juin aux États-Unis. Excellent, excellent. Et vous, votre cœur penche plus vers laquelle des sections? Alors pour moi, je pense plus peut-être vers la section sportive. Vous êtes sportif, oui. Très bien. Et bien on revient à notre ami, donc Kasmiliès, vous allez nous parler un petit peu plus de l'événement, très attendu d'ailleurs. Vous êtes prêts? Voilà. Ça va? Vous êtes prêts? Bien sûr. Donc le Wikistage, déjà il faut savoir que c'est un événement collaboratif international et qui se fait dans plusieurs pays. Et nous ce qu'on fait, c'est le Wikistage Algiers. Donc ça se passe, c'est une série de talks qui sont assurés par plusieurs intervenants de plusieurs domaines, donc des experts, des personnalités, des artistes, des scientifiques, de plein de domaines, et qui visent à prodiguer un savoir déjà, mais surtout à éveiller des consciences. Et ces talks-là, une fois faits, sont publiés sur une plateforme vidéo Wikistage International, donc qui sont accessibles à tout le monde. Voilà. Et cette année, vous avez opté pour une thématique particulière, qui n'est pas facile, qui n'est pas simple. Qui n'est pas assez simple, mais on a voulu un peu continuer sur les thématiques précédentes. Donc je laisse mon camarade déjà. On rappelle les précédentes avant de donner celle de cette année. Il faut mentionner que le Wikistage a commencé vraiment de rien dans un amphithéâtre. C'était le Wikistage EMP. D'accord. Après le franc succès de cette édition, le CAP s'est vu élargir le champ de ses objectifs. Donc on a pensé à organiser le Wikistage Algiers. On a organisé les deux premières éditions au Palais de la Culture. Ensuite, c'était sous le thème de What do you stand for et You are Wonder. Après ça, c'était la 3e édition à l'Opéra d'Alger. You are Wonder, c'est pas mal ça. Wonder Woman, moi j'ai envie de dire. Après ça, c'était la 3e édition à l'Opéra d'Alger. Sous le thème de Dare to Change, oser le changement. Et l'année dernière, c'était Embrace the Future, comment accueillir le futur. Et cette année, c'est Act to Impact. Act to Impact. Act to Impact. Voilà. Et pourquoi le choix de Act to Impact? En fait, on a vu qu'il y a plein d'efforts qui se font en Algérie, mais qu'on n'arrive pas, d'une certaine manière, à capitaliser ces efforts et à faire un impact sur la société. Donc nous, ce qu'on aimerait traiter dans cette édition, c'est le rôle et l'impact de chacun, à petite ou à grande échelle, sur la société. Très bien. Voilà. Et la responsabilité? Voilà, la responsabilité, bien sûr, ce qui inclut ça. Donc ce qu'on aimerait dire, c'est que chacun de nous a un devoir envers la société. Et qu'aussi on appartient à cette société. On remarque que par exemple, plein de maisons en Algérie sont propres. On aimerait bien que les rues le soient aussi. Soit aussi propres. Tout à fait, que l'extérieur aussi, qu'on soit concerné également par l'extérieur, nos façades, nos extérieurs. C'est vrai, si chacun s'occupait d'un petit peu de son petit espace extérieur, les ruelles, tous les espaces. Afin de créer un peu une dynamique d'ensemble, et c'est là qu'on peut vraiment envisager de faire avancer la société. Un très bel exemple, en tout cas en Kabylie, cette année, le village de Chebaba a donné l'exemple de cette vision citoyenne et en faveur de l'environnement. Alors, on va revenir un petit peu à Wikistage
Wikistage. Wikistage Algiers, ce sera à l'Opéra cette année également, Exactement. le 13 du mois. Le 13 décembre, ce jeudi. Voilà, beaucoup de guest stars sont attendus. Vous êtes soutenu justement par des artistes qui sont pratiquement fidèles. Oui, oui, on a certains speakers qui nous sont fidèles. Donc, mais on essaie à chaque édition de varier un peu les speakers, de donner un peu de tout. On peut donner le panel de cette année. Qui peut-on retrouver justement le 13 au niveau de l'opéra? Voilà, donc par exemple, il y aura Yad Touat, il y aura Nabil Mellah. Donc on essaie un peu de varier le tout. Yad Touat qui est animateur radio et producteur, réalisateur d'Al-Wash Delna. Donc voilà, donc il traite un peu une thématique déjà dans sa vie, il traite un peu une thématique qui touche notre société. Il y aura aussi Hadj Khalil, qui est un gars extraordinaire, qui a fait Oxford, qui a travaillé dans des salles de marché, mais ensuite qui est venu en Algérie et qui a lancé de l'agriculture biologique. Donc une agriculture biologique certifiée, mais aussi maintenant du big data, de l'intelligence artificielle et qui met vraiment en valeur le savoir-faire algérien. On ne peut pas de toute façon être exhaustif et citer tout le monde, mais on va citer au moins les noms. Mais vous avez Nabil Mellah aussi à vos côtés, Zeki Allel, Imad Lamouri sera à l'animation, et puis Jam et Leila Akli. Ouais, très bien. Donc c'est dire un petit peu quand même que c'est un panel très très intéressant qu'on peut découvrir à l'opéra. Et puis surtout cette équipe dynamique du Cap. C'est bien cela. Un dernier mot vous revient. Bah voilà, nous invitons, j'espère que les participants seront parmi nous. Il faut savoir que les inscriptions se font très rapidement. Donc hier on a pu écouler 500 places en 1 minute 30. Donc c'est un peu ça, malheureusement, c'est que l'opéra n'offre que 1300 places. Et alors faites vite. Voilà, c'est ça. Donc en 1 minute 30, et pour moi, on espère bien répondre aux attentes du public et faire passer le message au maximum de personnes, Inch'Allah. C'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas. Merci à tous les deux d'être parmi nous, donc Tass et Kasmi Lies, voilà, ici présents. Al-Din aussi, donc merci et bravo à toute l'équipe du CAP. Merci mesdames, messieurs, passez une excellente journée. Je vous retrouve demain à 8h.